Les tensions ont atteint leur paroxysme lors du prononcé de la sentence de Tebrayus Robinson, condamné pour le meurtre de Trengevius Hutton, âgé de 14 ans. Ce qui avait commencé par la déclaration déchirante d'une mère s'est rapidement transformé en une véritable guerre des gangs. Mais c'est ce qui s'est passé ensuite dans cette salle d'audience qui vous laissera terrifié. Voyons cela de plus près. The Deadly Origin. Une fusillade dans un centre commercial qui a tout changé. Que se passe-t-il lorsque des rivalités entre adolescents alimentées par les réseaux sociaux, l'accès facile aux armes à feu et les tensions entre gangs s'affrontent dans un centre commercial bondé? La réponse est écrite dans le sang, les larmes et une bataille juridique de 3 ans qui aboutira à l'une des explosions les plus choquantes jamais filmées dans une salle d'audience. Voici l'histoire d'un vendredi soir au centre commercial Town East Square Mall de Wichita, dans le Kansas, qui est devenu le théâtre d'une tragédie qui allait déchirer des familles, déclencher une tempête judiciaire et finalement exploser en une véritable bagarre dans un tribunal, sous les yeux du juge. Avant d'en arriver à ce moment stupéfiant en avril 2025, nous devons remonter le temps jusqu'au 18 mars 2022, une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire des habitants de l'Est de Wichita. Il était environ 17h30 lorsque des familles, des adolescents et des clients occasionnels se pressaient dans l'aire de restauration du rez-de-chaussée du Town East Square, un immense centre commercial régional de 111 484 mètres carrés. Le centre commercial bourdonnait d'activités. Des parents avec de jeunes enfants mangeaient un morceau dans les kiosques de restauration rapide. Des groupes d'adolescents riaient près de la salle de jeu. Le bruit ambiant de centaines de conversations se mêlait au cliquetis des plateaux et au bip des caisses enregistreuses. Mais sous cette apparence de normalité, quelque chose de plus sombre se préparait. Ce que les témoins ont décrit plus tard comme une bagarre qui a mal tourné était en fait l'aboutissement violent de ce que les enquêteurs ont qualifié de conflit latent entre 2 groupes de jeunes vaguement affiliés, issus des quartiers défavorisés de l'Est de Wichita. Selon les déclarations sous serment et les rapports de police, un groupe d'environ 10 à 15 jeunes, pour la plupart des adolescents noirs et latino-américains âgés de 12 à 17 ans, a commencé une altercation près d'un groupe de kiosques de restauration rapide. Ce qui a commencé par des bousculades et des provocations verbales a rapidement attiré une foule de passants, dont des parents horrifiés serrant leurs jeunes enfants dans leurs bras. Il ne s'agissait pas de gangs officiels comme les Crips ou les Bloods, mais plutôt de ce que la police a décrit comme des gangs en herbe, néanmoins animés par une loyauté farouche envers leur quartier, dans des zones comme Wells Park et Kensington Heights, où le revenu médian des ménages oscille autour de 35 000 $ et où les familles monoparentales sont la norme. Alors que les bousculades s'intensifiaient et que les voix s'élevaient, Tebrayus Robinson, 16 ans, qui se trouvait en périphérie de la bagarre, aurait sorti de sa ceinture un pistolet semi-automatique compact, identifié plus tard comme un pistolet de type Glock de calibre 40. En quelques secondes, Robinson a tiré au moins 6 coups de feu en succession rapide vers le groupe. Les balles ont touché Trengevius Hutton, 14 ans, affectueusement surnommé Tubby, à plusieurs reprises au torse et au haut du corps. Le jeune élève de première année du lycée Wichita Heights High School s'était rendu au centre commercial ce jour-là pour ce qui devait être une sortie informelle avec ses frères et sœurs et ses amis. Selon le témoignage déchirant de sa sœur, Trengevius était un papillon social qui illuminait chaque pièce de son rire contagieux, de son esprit vif et de sa passion pour le basketball et Fortnite. C'était un enfant qui aimait collectionner les baskets, qui obtenait de bonnes notes à l'école et qui n'avait aucun antécédent criminel, rien qui puisse le distinguer d'un adolescent ordinaire confronté aux défis de la vie dans un quartier difficile. Alors que le chaos éclatait autour de lui, Trengevius a tenté de s'enfuir lorsque les balles l'ont atteint. Il s'est effondré près d'un stand de bretzel, au milieu des cris des clients terrifiés qui se précipitaient dans toutes les directions. Des employés du centre commercial qui n'étaient pas en service ont immédiatement commencé à lui administrer les premiers secours, tandis que d'autres clients se précipitaient vers les sorties, beaucoup confondant les coups de feu avec une fusillade. Le système de sonorisation du centre commercial a diffusé des alertes de confinement, tandis que les employés des magasins barricadaient frénétiquement les portes avec des présentoirs de marchandises, confinant des centaines de personnes effrayées à l'intérieur pendant plus de 2 heures. Malgré les efforts immédiats des premiers intervenants et des ambulanciers arrivés sur les lieux, Trengevius Hutton a subi des blessures catastrophiques, une hémorragie interne et des lésions organiques si graves qu'il a été déclaré mort sur place environ 20 minutes plus tard. Il est devenu la première victime adolescente d'un homicide à Wichita en 2022, une triste étape dans une ville déjà confrontée à une escalade de la violence chez les jeunes. Aucune autre personne n'a été blessée physiquement par les coups de feu, mais les blessures psychologiques infligées ce jour-là auront des répercussions pendant des années. Le département de police de Wichita a mobilisé 12 unités de patrouille en 6 minutes, sécurisé le périmètre de 100 acres et évacué plus de 1200 clients. Une information transmise par radio par un agent de sécurité du centre commercial s'est avérée cruciale, permettant à la police d'appréhender Robinson et un complice de 17 ans qui se cachait dans un placard de rangement à l'étage. Tous deux ont été arrêtés sans résistance, et l'arme à feu a été retrouvée dans une poubelle à proximité, son numéro de série ayant été délibérément effacé, un détail qui allait s'avérer important pour établir la préméditation.
Ce que la police n'a pas immédiatement compris, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence aléatoire. Cette fusillade avait des racines profondes qui remontaient à plusieurs mois dans le terreau toxique des querelles sur les réseaux sociaux et des rivalités de quartier. La querelle aurait éclaté fin 2021, lorsque des publications anonymes sur Instagram et des stories Snapchat ont transformé les provocations verbales en menaces de confrontation physique. La brigade anti-gang de la police de Wichita a par la suite établi un lien entre ces provocations en ligne et au moins 3 agressions non mortelles commises précédemment dans la région. Robinson était arrivé au centre commercial ce jour-là à la recherche d'ennuis, après avoir reçu une alerte dans un groupe de discussion sur la présence du groupe rival. Lors de l'enquête numérique qui a suivi, l'équipe technique de la police de Wichita a récupéré plus de 200 messages sur les téléphones saisis, révélant une réaction en chaîne qui remontait à plusieurs mois. Une story Instagram publiée en janvier 2022, se moquant de la tenue d'un rival, avait dégénéré en février en menace de fumer, argot de rue signifiant tirer, toute personne aperçue à Town East. Le 18 mars même, un groupe de discussion avait lancé un appel à renfort au centre commercial, préparant le terrain pour l'affrontement mortel. Le rôle des réseaux sociaux dans cette tragédie ne peut être surestimé. Des plateformes telles qu'Instagram et Snapchat sont devenues des arènes où des vidéos de type drill, courts clips présentant des morceaux de dissidence, des adolescents posant avec des armes et des défis géolocalisés, ont créé des caisses de résonance pour la bravade chez les adolescents impressionnables. Les défenseurs de la jeunesse, notamment les membres du programme Violence Interrupter de la ville, ont par la suite dénoncé ce phénomène de courage virtuel, où des affronts perçus ont dégénéré en affrontements mortels. Pour la famille Hutton, les conséquences ont été tout simplement dévastatrices. La mère de Trenchviews, Janet Dees, une aide-soignante de 48 ans qui avait élevé seule ses 5 enfants, s'est retrouvée aux prises avec un profond chagrin. Trenchviews était le plus jeune de ses 5 enfants, décrit par ses frères et sœurs comme la lumière de la famille. Ses frères et sœurs, Trentaise, 21 ans, Trentasia, 24 ans, et Trentavis, 18 ans, étaient présents au centre commercial ce jour-là, transformant ce qui devait être une simple sortie entre frères et sœurs en un traumatisme inimaginable. La famille a organisé une veillée funèbre ce soir-là au lycée Wichita Heights, où 200 personnes se sont rassemblées pour lâcher des ballons et réclamer justice. Entre-temps, Tabrice Robinson a été inculpé par le tribunal pour mineur du comté de Sedgwick pour meurtre avec préméditation au premier degré, usage criminel d'une arme à feu dans un bâtiment occupé et possession criminelle d'une arme par un mineur. À seulement 16 ans, Robinson risquait désormais d'être jugé comme un adulte, une décision qui allait bouleverser le cours de sa vie. L'histoire de Robinson est également celle d'un échec systémique. Ayant grandi dans un foyer tout aussi difficile à l'est de Wichita, Robinson était le produit d'une famille brisée, marquée par l'incarcération de ses parents et de fréquents déménagements entre des appartements sociaux. Son père était absent en raison d'une condamnation antérieure pour trafic de drogue, et sa mère occupait plusieurs emplois peu rémunérés, le laissant sans surveillance pendant une grande partie de ses années de formation. Les avocats de la défense le décriront plus tard comme impulsif mais rachetable, un adolescent qui a pris une décision catastrophique sous la pression de ses pairs. Le contexte général dépassait largement le cadre de ces deux familles. Wichita connaissait une crise de violence chez les jeunes. Rien qu'en 2022, la ville a enregistré 8 homicides de jeunes, soit le double du nombre de 2021, avec une augmentation de 40% des incidents impliquant des gangs parmi les mineurs par rapport au niveau d'avant la pandémie, concentrés dans les quartiers Est et Sud, marqués par la pauvreté et les opportunités limitées. Mais aussi dévastatrice que fut la fusillade elle-même, la procédure judiciaire qui s'ensuivit s'avéra presque aussi explosive, conduisant finalement à un moment de chaos dans la salle d'audience qui allait choquer la nation. 3 ans de bataille juridique, du tribunal pour mineurs au tribunal pour adultes. La justice est lente, mais dans le cas de Tabrice Robinson, elle a pris 3 ans de révision de détention, de batailles autour des preuves et de négociations à haut risque qui allaient déterminer si un garçon de 16 ans, ayant tiré 6 coups de feu mortels, passerait sa jeunesse derrière les barreaux, ou s'il serait confronté à la perspective bien plus sévère de passer des décennies dans une prison pour adultes. Dans les heures qui ont suivi la fusillade, Robinson a été jugé avec une rapidité qui reflétait à la fois la gravité du crime et le tollé général, exigeant que justice soit faite. À 4h15 du matin, le 19 mars 2022, Robinson a été officiellement incarcéré dans l'aile pour mineurs pour meurtre avec préméditation au premier degré, usage criminel d'une arme à feu dans un bâtiment occupé et possession criminelle d'une arme par un mineur. Il s'agissait des accusations les plus graves possibles en vertu de la loi du Kansas. Les procureurs, menés par l'assistante du procureur Leslie McFadden, ont affirmé que Robinson n'avait pas simplement réagi sous le coup de l'émotion, mais qu'il avait agi avec une indifférence dépravée, s'avançant vers Hutton avant de tirer délibérément 6 coups avec son pistolet semi-automatique de calibre 40. Pour étayer ces affirmations, ils ont présenté des images de vidéosurveillance montrant l'intégralité de cette séquence horrible. La libération sous caution a été immédiatement refusée en raison du risque de fuite et de la menace pour la communauté. Le juge Sean Hastings a ordonné des évaluations psychologiques
afin d'évaluer sa compétence, procédure standard pour tout jeune de 16 ans faisant l'objet d'accusations passibles de la peine capitale. Tout au long de l'année 2022, les audiences de détention sont devenues le théâtre d'une bataille entre deux versions contradictoires de la personnalité de Robinson. Son avocate commise d'office, Emily Robertson, a déposé des requêtes contestant les preuves présentées par l'accusation, notamment la recevabilité de l'interrogatoire de Robinson après son arrestation. La défense a fait valoir qu'il y avait eu coercition lors d'une séance nocturne de 12 heures au cours de laquelle Robinson aurait avoué avoir agi en légitime défense, affirmant « Ils m'ont sauté dessus les premiers ». En juin 2022, le tribunal a partiellement accepté cette requête, excluant les parties où les détectives faisaient référence à des liens non vérifiés avec des gangs, tout en confirmant la majeure partie de l'interrogatoire. Mais la preuve la plus accablante n'était peut-être pas ce que Robinson avait dit à la police, mais ce qu'il avait dit pendant sa détention. Robinson avait enregistré des chansons de rap sur des téléphones de contrebande, les transférant clandestinement sur des plateformes telles que SoundCloud avant qu'elles ne puissent être supprimées. Des morceaux comme « Tubby Attack », un morceau de drill de 2 minutes et 45 secondes avec des paroles telles que « 6 coups de feu ont fait pleurer la maman »,« East Side, on ne meurt pas, Tubby est mort, c'est l'attaque », semblèrent se moquer de la mort de la victime et faire référence au chagrin de sa mère. Un autre morceau déclarait effrontément « J'ai réglé ça rapidement, sans blague dans mon rap ». Ces enregistrements se sont avérés dévastateurs. Alors que les avocats de la défense ont fait valoir qu'il s'agissait d'un exutoire thérapeutique, les procureurs ont réussi à obtenir la citation à comparaître de 15 morceaux et les ont présentés comme preuve d'une malveillance sans repentir. Les chansons ont sapé toute prétention de remords et ont brossé le portrait d'un jeune homme glorifiant la violence plutôt que de se débattre avec la gravité d'avoir pris la vie d'une autre personne. Le moment le plus décisif est survenu le 21 juillet 2023, plus d'un an après la fusillade, lors d'une audience marathon devant le tribunal de district du comté de Sedgwick. Cette audience devait déterminer si Robinson resterait dans le système judiciaire pour mineurs ou serait transféré devant un tribunal pour adultes, ce qui changeait fondamentalement la donne. Devant le juge en chef Jeffrey Goering, les procureurs et les avocats de la défense ont présenté des visions radicalement différentes de la justice. En vertu de la loi du Kansas, plus précisément de la loi KSA 3823-147, le juge Goering devait prendre en compte 8 facteurs légaux: la gravité de l'infraction, le caractère prémédité ou non, le bien fondé de la poursuite, la sophistication et la maturité du mineur, ses antécédents et ses perspectives de réinsertion. Au cours de 2 journées intenses, l'accusation a présenté des arguments convaincants en faveur d'une juridiction pour adultes. La psychologue légiste Sarah Klein a témoigné que Robinson, âgé de 17 ans au moment de l'audience, faisait preuve d'une culpabilité digne d'un adulte en raison de la dissimulation préméditée de l'arme et des manœuvres d'évasion après la fusillade. Les preuves balistiques étaient irréfutables. Des correspondances ont permis de relier le Glock retrouvé aux douilles sur les lieux. 6 balles pouvant être directement associées aux blessures de Hutton, 3 au torse, 2 à l'épaule et une blessure superficielle. 5 clients du centre commercial et 2 des frères et sœurs de Hutton ont confirmé que Robinson était le tireur, plusieurs témoins décrivant qu'il criait des insultes associées au gang, notamment « East Side Forever »,« East Side pour toujours », pendant qu'il tirait. La défense a répliqué en faisant appel au Dr Marcus Hale, spécialiste du développement neurologique, qui a invoqué la science du cerveau adolescent. S'appuyant sur les principes énoncés dans l'arrêt Miller C. Alabama de la Cour suprême des États-Unis, une décision historique de 2012 reconnaissant les différences fondamentales entre les délinquants mineurs et les délinquants adultes, le Dr Hale a fait valoir que l'immaturité du cortex préfrontal de Robinson altérait son contrôle des impulsions, exacerbé par un TDAH non traité diagnostiqué seulement après sa détention. L'avocate de la défense, Emily Robertson, a souligné le casier judiciaire vierge de Robinson avant la fusillade et a présenté son geste comme une réaction sous le coup de la colère, dans une bagarre sous la pression de ses pairs plutôt que comme un meurtre prémédité. Le 24 juillet 2023, le juge Goering a statué en faveur du renvoi de Robinson devant un tribunal pour adultes. Dans sa décision écrite, il a souligné le préjudice irréparable et a cité les liens de Robinson avec des gangs comme l'un des facteurs aggravants. Si la jeunesse mérite la clémence, a déclaré Goering, cet acte exige une responsabilité adulte. L'affaire a été transférée à la division 21, où elle serait jugée selon les peines beaucoup plus sévères prévues par le tribunal pénal pour adultes. Cette décision a immédiatement suscité une vive réaction de la part des organisations de défense des jeunes. Le Kansas Appleseed Center l'a qualifiée de excessive, soulignant que 75% des mineurs transférés devant un tribunal pour adultes au Kansas recevaient des peines plus sévères que celles prononcées pour des infractions similaires devant un tribunal pour mineurs. L'appel de Robinson devant la Cour d'appel du Kansas a été rejeté en octobre 2023 et il a été transféré à la section pré-procès pour adultes de la prison du comté de Sedgwick. La phase préliminaire, qui s'est déroulée de fin 2023 à mi-2024, a donné lieu à 12 audiences distinctes qui ont méthodiquement érodé la viabilité du procès de Robinson.
Une audience de divulgation en novembre 2023 a révélé des enregistrements compromettants réalisés en prison, dans lesquels Robinson discutait de la fusillade dans des appels codés, se vantant auprès de ses associés d'avoir réglé l'affaire. Une audience de suppression en février 2024 a admis des images de vidéosurveillance améliorées du centre commercial, montrant l'entrée non provoquée de Robinson dans la confrontation. En avril 2024, alors que les négociations en vue d'un plaidoyer s'intensifiaient, la santé mentale de Robinson s'était considérablement détériorée. Une évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal a révélé des idées suicidaires et un syndrome de stress post-traumatique dû à l'isolement. Conscients des risques liés au procès, les procureurs ont proposé un accord plafonnant la peine à 25 ans, soit nettement moins que la peine à perpétuité plus la peine supplémentaire qu'il aurait pu recevoir s'il avait été condamné lors du procès. L'accord exigeait un plaidoyer de non-contestation, permettant à Robinson d'éviter d'admettre explicitement sa culpabilité tout en acceptant sa responsabilité. Les avocats de la défense ont finalement conclu que les arguments de l'accusation étaient trop solides. Les preuves balistiques ont montré que les coups de feu avaient été tirés à une distance de 2 à 3 mètres, et non à bout portant, ce qui aurait pu justifier la légitime défense. 11 témoins étaient prêts à témoigner de l'intention de Robinson. Selon les lignes directrices du Kansas, en matière de détermination de la peine, une condamnation pour meurtre au 2e degré entraînait une peine de base de 618 à 653 mois, soit plus de 50 ans. Le 23 juillet 2024, lors d'une audience discrète de 45 minutes, Tebrais Robinson, âgé de 18 ans, a plaidé non coupable pour meurtre intentionnel au 2e degré, tentative de meurtre au 2e degré et coups et blessures aggravés, ce qui représentait une réduction significative par rapport à l'accusation initiale de meurtre au 1er degré. Le juge Göring a mené un entretien approfondi afin de s'assurer que le plaidoyer était volontaire et de confirmer que Robinson comprenait qu'il renonçait à ses protections constitutionnelles. Robinson a affirmé avoir compris sans coercition apparente, bien que sa voix ait été à peine audible tout au long de l'audience. L'accord de plaidoyer signifiait que Robinson risquait une peine de 155 mois pour meurtre, 59 mois pour tentative de meurtre et 41 mois pour coups et blessures aggravées, soit une peine totale de 255 mois, soit un peu plus de 21 ans. Pour la famille Hutton, cet accord de plaidoyer était doux amer. Janet Dees et ses enfants survivants voulaient que Robinson soit jugé, considérant la réduction des charges comme une clémence qui ne reflétait pas suffisamment leur perte. Mais Robinson n'avait pas fini de se battre. Quelques semaines seulement après avoir plaidé non-contestation, il allait tenter quelque chose qui allait bouleverser l'affaire. Le 30 septembre 2024, Robinson a demandé oralement le retrait de son plaidoyer, invoquant l'inefficacité de son avocat et invoquant de nouvelles preuves, notamment la déclaration sous serment d'un employé du centre commercial remettant en question la trajectoire des coups de feu. La demande de retrait allait se transformer en une saga judiciaire de 4 mois. En novembre 2024, des audiences probatoires ont examiné tous les aspects du caractère volontaire du plaidoyer, les procureurs présentant des transcriptions montrant la lucidité de Robinson et les avantages stratégiques qu'il avait tirés en évitant un procès qui aurait pu lui valoir plus de 40 ans de prison. Les tensions ont atteint leur paroxysme en janvier 2025 lorsque des chansons de rap enregistrées par Robinson en prison ont été divulguées aux médias, ce qui a incité Janet Dees à lancer des appels publics contre le retrait du plaidoyer. Le 21 mars 2025, le juge Göring a rendu une ordonnance de 28 pages rejetant la demande de retrait. Dans un langage mesuré mais ferme, Göring a écrit « Les remords postérieurs au plaidoyer de l'accusé sont tactiques et non substantiels. Le seuil de preuve n'est pas atteint. » Les avocats de Robinson ont déposé un recours devant la Cour suprême du Kansas le 1er avril, mais ce recours allait bientôt être rendu caduc. Le retrait du plaidoyer ayant été refusé, la sentence a finalement été fixée au 8 avril 2025, près de 3 ans après la fusillade. Les deux familles se sont préparées à ce qu'elles pensaient être le dernier chapitre, mais ce qui s'est réellement passé dans la salle d'audience du juge Göring ce jour-là allait choquer tout le monde. Quand la justice a explosé, la bagarre dans la salle d'audience et ses conséquences. Le 8 avril 2025 s'annonçait comme le jour où les deux familles espéraient tourner la page, mettant un point final à 3 années de procédure judiciaire et d'attente angoissante. L'audience de détermination de la peine de Tebrais Robinson était prévue en début d'après-midi dans la salle d'audience 4C du tribunal de district du comté de Sedgwick. À 13h45, une cinquantaine de personnes avaient passé les contrôles de sécurité, formant un groupe polarisé, divisé à peu près à part égale entre les partisans de la famille Hutton d'un côté et ceux de Robinson de l'autre. L'atmosphère était tendue avant même le début officiel de la procédure. 4 adjoints du shérif du comté de Sedgwick en uniforme, dirigés par le sergent Maria Lopez, une vétérane de 15 ans, se sont positionnés stratégiquement aux portes, près du banc et dans les allées. Il s'agissait d'un protocole de sécurité renforcé pour les condamnations chargées d'émotion. Les huissiers ont émis des avertissements avant l'audience. Toute perturbation entraînera une expulsion immédiate, sans exception. Le côté droit de la galerie était une mère de t-shirts commémoratifs arborant le slogan « Justice pour Tubby ».
Et la photo du sourire radieux de Trenchvius. De nombreux revers étaient ornés d'œillets rouges. Janet Dees était assise au premier rang avec ses enfants survivants, Trentez, Trentasia et Trentavis. À gauche, la mère de Robinson était assise avec une vingtaine de sympathisants, dont son oncle Marcus Robinson et un ami de la famille, Derek Parker, un ouvrier du bâtiment de 33 ans vêtu d'un sweat à capuche rouge. À la table de la défense, Tebreeze Robinson, 19 ans, était assis dans une combinaison de prison grise, menottée aux poignets et aux chevilles, flanqué de son avocate Emily Robertson. Le juge en chef Jeffrey Göring, connu depuis 25 ans pour son tempérament mesuré, présidait depuis son estrade surélevée en chêne. L'accusation menée par l'assistante du procureur Leslie McFadden demandait la peine maximale prévue par les lignes directrices, soit 255 mois, soit un peu plus de 21 ans, à purger consécutivement. L'audience a commencé par les formalités procédurales habituelles. Puis est venu le moment prévu par la loi du Kansas pour les victimes et leurs familles. La possibilité de prononcer des déclarations d'impact s'adressant directement à la Cour et à l'accusé. Cette disposition est codifiée dans le KSA 21-6815. Vers 14h02, Janet Dees s'est levée et s'est dirigée vers le podium en bois, situé à 3 mètres du banc du juge Göring. Ce qui s'est passé au cours des 8 minutes suivantes, Madame Dees disposait de 5 minutes, mais le juge Göring lui a généreusement permis de continuer, a déclenché une réaction en chaîne que personne n'aurait pu prévoir. Serrant dans sa main une photo froissée de Trenchvius, rayonnant le jour de son 14e anniversaire, Madame Dees a commencé à parler, la voix brisée par l'émotion. Elle a mêlé des sentiments de chagrin, de perte et d'accusation, exigeant la peine maximale possible pour honorer son petit garçon qui ne méritait pas de mourir pour rien. Mais Madame Dees a alors changé de ton. Elle cessa de s'adresser au juge Göring pour regarder directement Tebreeze Robinson, puis son regard balaya la galerie à la recherche des partisans de Robinson. Son ton passa des sanglots aux cris. « Il n'a aucun remords. Il a rappé sur le meurtre de mon Tubby dans cette chanson « Tubby Attack ». 6 coups de feu qui ont fait pleurer sa mère. Il a menti pendant l'interrogatoire. Il a dit qu'il avait été agressé, mais c'est lui qui s'est jeté sur lui. Vous saviez tous qu'il avait tort. Vous êtes restés les bras croisés et avez laissé faire. Il s'en fiche. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, chargés d'accusations. Puis vint la réponse. Une voix de baryton provenant de la section de Robinson cria « Taisez-vous, madame !» Des doigts se levèrent. 3 hommes repoussèrent leurs chaises et se levèrent. Dees, haussant encore plus le ton, répliqua « Vous protégez tous un meurtrier. » La salle d'audience retint son souffle. Le juge Göring frappa 2 fois son marteau. « Silence, ou vous serez expulsés !» Mais il était trop tard. Les adjoints commencèrent à séparer les deux camps tandis que les insultes fusaient. Une tante de Hutton cria « Occupe-toi de tes affaires !» Ce à quoi l'oncle de Robinson répondit « Ce n'est pas ton tribunal. » Puis, à 14h, 6 et 12 secondes précisément, selon l'enregistrement vidéo de la salle d'audience qui fut diffusé plus tard, le conflit devint physique. Alors que les adjoints escortaient 2 partisans de Robinson vers la sortie arrière, Trentez Hutton, 21 ans, le frère aîné de Trenchvius, sauta par-dessus la cloison séparant les bancs. D'un mouvement rotatif, il a asséné un crochet du droit directement à la mâchoire de Derek Parker, qui s'était arrêté dans l'allée pour crier. La tête de Parker a été violemment projetée en arrière. Il a poussé un cri de douleur et s'est précipité en arrière, effleurant l'épaule de Trentez d'un coup de poing sauvage du gauche. La salle d'audience a alors été le théâtre d'une bagarre générale. Les frères et sœurs de Trentez se sont immédiatement précipités à son secours. Trentasia, 24 ans, a commencé à bousculer Parker tandis que Trentavis, 18 ans, s'est battu avec un oncle de Robinson qui se trouvait dans le public. 2 oncles de Robinson se sont joints à la bagarre, échangeant des coups de coude et des gifles. Janet Dees elle-même, placée au milieu de l'allée, a donné un coup de paume à un partisan qui battait en retraite, le touchant solidement au bras tout en criant « Ne t'en va pas !» Selon les images, la bagarre n'a duré que 28 secondes, mais ce furent 28 secondes de chaos total. La mêlée s'est déplacée d'environ 1,5 mètre vers le centre de la salle d'audience, renversant 2 chaises de spectateurs et éparpillant des blocs-notes juridiques. Les voix ont créé une cacophonie, mêlant cris « Lâchez-moi !» et jurons. 8 coups de poing ont été donnés au total, dont 4 ont atteint leur cible. Le combat s'est dangereusement rapproché d'une spectatrice totalement neutre, une tante de 32 ans sans lien avec les 2 familles, qui avait amené son enfant de 18 mois dans un siège autoportable. Un bras qui s'agitait a heurté le bord du siège auto, le faisant basculer dangereusement. C'est à ce moment-là que le sergent adjoint Maria Lopez a démontré l'importance de la formation. Dans ce qui a été décrit par la suite comme une exécution parfaite des protocoles de protection des spectateurs vulnérables, Lopez s'est immédiatement tournée vers le nourrisson. D'un mouvement fluide, elle a pris le bébé et la mère terrifiés dans ses bras, les mettant en sécurité derrière la barre du jury et formant une barrière humaine avec les autres adjoints qui arrivaient. Alors que d'autres adjoints séparèrent les corps, le juge Göring, qui était resté à son siège surélevé tout au long de l'incident, conformément au protocole de formation, a hurlé dans le système de sonorisation « Faites évacuer la salle maintenant !» Il a répété l'ordre 3 fois, le visage rouge sous ses lunettes à monture métallique, avant de déclarer une suspension d'audience.
À 14h06 et 40 secondes, la confrontation physique avait pris fin, les combattants épuisés ayant été séparés par les adjoints à l'aide de menottes et d'ordres verbaux. Personne n'avait sorti d'armes. Personne n'avait été gravement blessé, bien que Derek Parker ait ensuite été examiné et présenté comme ayant une lèvre en sang et des contusions mineures. Au lendemain de l'incident, 15 personnes ont été expulsées de la salle d'audience, 8 du côté de Robinson et 7 du côté de Hutton. Le sergent Lopez a immédiatement délivré des interdictions d'accès manuscrites valables pendant 90 jours. Mais il est important de noter que Janet Dees a été autorisée à rester en tant que représentante désignée des victimes en vertu de la loi du Kansas KSA 74-73337, malgré sa participation physique, une décision qui allait plus tard susciter les critiques de l'équipe juridique de Robinson. Après une réunion de 90 secondes avec les deux avocats dans son bureau, le juge Göring a repris l'audience à 14h08 et 40 secondes. La salle d'audience était désormais considérablement réduite, avec seulement environ 35 personnes restantes. Malgré le chaos, Göring était déterminé à prononcer la sentence. À 14h32, dans une salle d'audience désormais étrangement silencieuse, il a prononcé sa sentence. 255 mois à purger consécutivement, soit 21 ans et 3 mois, plus une surveillance à vie après la libération, avec une possibilité de libération conditionnelle prévue pour 2033. Dans son exposé des motifs, le juge Göring a fait spécifiquement référence à la bagarre, qualifiant les événements d'aujourd'hui de symboles d'une douleur incontrôlée et invoquant l'article KSA 21-681-5U pour justifier une augmentation de 10% par rapport aux lignes directrices de base en matière de détermination de la peine. Si la jeunesse mérite la clémence, a-t-il déclaré, cet acte exige la responsabilité d'un adulte. Robinson est resté impassible tout au long de l'audience et, à 15h45, il était transféré pour commencer à purger sa peine à l'établissement correctionnel de Hutchinson. Mais l'histoire ne s'est pas terminée avec ce coup de marteau. En quelques heures, la vidéo de l'audience a été mise en ligne conformément aux demandes de la loi sur la transparence des documents publics du Kansas. Le 9 avril, le clip non monté de 4 minutes et 32 secondes avait été divulgué sur YouTube, où il a finalement été visionné 5,2 millions de fois sur plusieurs plateformes. La vidéo est devenue virale et les médias nationaux se sont emparés de l'affaire. Le bureau du procureur du comté de Sedgwick a immédiatement ouvert une enquête. Pendant 3 semaines, l'assistante du procureur Elena Vasquez a rassemblé des preuves, notamment des analyses vidéo et audio approfondies, des entretiens avec 28 membres du public présents dans la salle d'audience et des vérifications des antécédents. Le 1er mai 2025, des accusations ont été prononcées contre 6 participants à la bagarre. Tous ont été accusés de délit de classe B pour trouble à l'ordre public en vertu de la loi KSA 21-6203, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et 1 000 $ d'amende, ainsi que d'une obligation de suivre une thérapie pour gérer leur colère. Parmi les personnes inculpées figuraient Janet Dees, Derek Parker, Trentasia Hutton, Trentez Hutton, Trentavis Hutton et un cousin mineur de 16 ans dont l'identité n'a pas été révélée. Le procureur Bennett a souligné que le chagrin n'est pas un crime, mais le chaos met tout le monde en danger, insistant sur les facteurs contextuels tout en affirmant que le décorum de la salle d'audience devait être préservé. Les décisions rendues ont été très variables. Janet Dees a plaidé coupable le 17 septembre 2025 dans une allocution larmoyante soulignant son immense chagrin. Elle a été condamnée à seulement 5 jours de prison avec travail d'intérêt général, à une amende de 100 $ et à 6 mois de probation avec obligation de suivre une thérapie. Dans une interview publique accordée après le procès, Mme Dees a déclaré « Je regrette que le bébé ait failli être blessé. Je voulais seulement que justice soit rendue pour Tubi. » Les autres ont bénéficié de mesures allant d'accords de déjudiciarisation à des procès en attente. Trentasia Hutton a conclu un accord de déjudiciarisation prévoyant 8 séances de thérapie post-traumatique. Trentavis a bénéficié d'un sursis à l'exécution du jugement avec 3 mois de probation et 20 heures de travaux d'intérêt général. Un arrangement qui lui a permis d'éviter un casier judiciaire qui aurait pu compromettre sa bourse sportive universitaire. Au 22 octobre 2025, l'affaire Trentez Hutton était toujours en attente, la date du procès étant fixée au 10 décembre. Les conséquences les plus importantes ont peut-être dépassé le cadre des poursuites individuelles. La bagarre dans la salle d'audience a été le catalyseur de réformes plus larges. Un audit complet, réalisé en juin 2025 par le comté, a recommandé la mise en place de modules de formation obligatoires de 16 heures sur la désescalade pour tous les défenseurs des victimes, qui ont été déployés au 3e trimestre 2025. L'audit a également appelé à l'intégration de professionnels de la santé mentale dans les audiences à haut risque. Un programme pilote lancé en septembre 2025, qui début d'octobre, avait déjà réduit de 40% les débordements dans les salles d'audience. Bennett a publiquement lié l'incident survenu dans la salle d'audience à des efforts plus larges de prévention de la violence dans la communauté,
appelant notamment à l'extension du programme Violence Interrupters de 15 à 25 médiateurs d'ici décembre 2025, en mettant l'accent sur les médiations familiales avant les audiences à enjeux élevés. Les implications plus larges se sont étendues à la lutte continue de Wichita contre la violence chez les jeunes. La bagarre dans la salle d'audience s'est produite pendant la Semaine de l'horreur de septembre 2025, 8 jours, au cours desquels 5 adolescents sont morts dans l'est de la ville. Ces tragédies ont incité le chef de la police Joe Sullivan à renouveler ses appels en faveur d'une réforme globale de la justice pour mineurs. Quant aux principaux protagonistes, Bryce Robinson a été transféré de Hutchinson à l'établissement pénitentiaire d'Eldorado en juillet 2025 pour des raisons de sécurité et continue de purger sa peine. Jeanette Dees est devenue une fervente défenseuse de ce qu'elle appelle les tribunaux du deuil, des modèles hybrides virtuels et physiques qui permettraient aux familles de participer sans risque de confrontation physique. Elle s'est exprimée lors de forums communautaires, partageant son histoire et appelant à des changements systémiques pour s'attaquer aux causes profondes de la violence des gangs. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, poursuivez l'aventure en cliquant sur l'une des vidéos suggérées qui s'affichent actuellement sur votre écran pour découvrir d'autres contenus incroyables.